Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 18e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa Santacross, et j'ai le plaisir d'être en compagnie du photoreporter Jérémy Suiker du collectif Item. En compagnie virtuelle, on s'adapte. Lui à Marseille, moi à Paris. Je vous invite à découvrir ces photos dans notre numéro de mai ou sur notre site geo.fr. Il revient d'une oasis étonnante en Égypte, celle de Siwa, en plein Sahara. C'est à la fois un ancien sanctuaire du dieu Amon, un foyer de culture berbère à la frontière libyenne, et l'une des plus vastes réserves d'eau souterraine au monde, où poussent des dattiers et des acajou, et où même la reine Cléopâtre serait venue faire tremper. Loin de la crise sanitaire et des gestes barrières, Jérémy Suiker y a passé une semaine en novembre dernier. Il va nous raconter. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Jérémy, tu es photographe et tu as trouvé un super plan en novembre dernier pour échapper au deuxième confinement en France. Tu es parti en reportage en Égypte et depuis le Caire, tu as fait plus de 10 heures de bus de nuit pour te retrouver au milieu du Sahara, dans l'oasis de Siwa. C'est où? C'est quoi? Plante-nous le décor. L'Oasis de Siwa, c'est effectivement un lieu assez unique au monde. Alors, je vais être parfaitement honnête avec vous, je ne connaissais pas Siwa avant, disons, un mois avant le départ. C'est la journaliste Ariane Lavrieux avec qui j'ai fait ce reportage, qui, elle, est basée au Caire, qui m'en a parlé la première. Et effectivement, une fois qu'on commence à nous en parler, on est très vite intrigué par cet endroit. Une fois arrivé au Caire, j'ai eu d'autres occasions d'en entendre parler par des Égyptiens qui présentent cette oasis comme un petit paradis, un petit coin à l'abri de tout, de la marche du monde. Et c'est vrai que pour beaucoup d'Égyptiens, c'est un endroit de vacances, mais c'est surtout un endroit où les gens viennent se ressourcer. Il y a presque un côté mystique. Donc voilà. Avec mes petites antennes de journalistes, ça m'a forcément donné envie d'en savoir un peu plus. La première image que tu as faite sur place en arrivant, c'est laquelle? On est arrivé à Siwa au petit matin. Donc c'est vrai que c'est un trajet qui est un peu long, c'est un endroit qui se mérite, même si depuis quelques années la route est bien meilleure et donc du coup l'endroit est beaucoup plus accessible qu'il n'était auparavant. Donc en partant du Caire le soir, on arrive environ 12 heures plus tard à Siwa. Et la première image que j'ai faite en arrivant sur place, c'était donc un portrait d'un agronome qui nous avait invités à venir voir son exploitation. Alors c'était assez particulier parce que c'était un monsieur qui est un peu un pionnier dans la région, à savoir qu'il a eu l'idée de faire pousser ses cultures dans le désert à une certaine altitude, là où l'eau est moins salée. Et quand il a commencé ça il y a quelques années, les gens le prenaient pour un fou. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les gens commencent un peu enfin, les gens le respectent et puis les gens commencent à le voir vraiment comme un modèle à suivre. Donc on débarque du Caire. J'étais bien fatigué. J'avais pas spécialement envie d'aller faire des photos à ce moment-là. J'avais plutôt envie d'aller me reposer. Mais bon, toujours est-il que le boulot, c'est le boulot. Et donc on se retrouve sur cette petite exploitation où il y a vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire c'est une petite cahute dans laquelle il s'abrite du soleil aux heures chaudes de la journée. Ma collègue Ariane Lavrieux donc fait l'interview en arabe parce qu'elle le parle. Moi, c'est pas mon cas. Et une heure plus tard, on ressort de la cahute en plein soleil pour faire des photos. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vraiment tout sauf envie d'être là. Mais donc on fait ces images et finalement, effectivement, c'est un personnage assez central et c'est une photo que vous retrouverez dans le magazine, qui à la fois est toute fragile cette image et en même temps qui raconte beaucoup de choses sur la problématique environnementale sur place. Les ressources en eau à Siwa font qu'il y a aujourd'hui environ 35 000 habitants là-bas. Alors,
tous ne plantent pas des tout petits frêles acajou comme cet agronome dont tu me parlais à l'instant, mais ils vivent de quoi les gens là-bas? Alors pendant une période, les gens vivaient quand même pas mal du tourisme, euh, même si la révolution de 2011 est venue vraiment mettre un frein à tout ça. En tout cas, le tourisme, on va dire international, est euh, vraiment à tari après ça. Les Égyptiens continuent de venir sur les temps de week-end ou les temps de vacances. Donc il y a cette industrie qui est là. Le Covid a à nouveau, à nouveau fait des dégâts. Et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup d'habitants se tournent vers les cultures et travaillent dans les champs. Et ils font pousser quoi? Beaucoup de ces gens-là travaillent sur de grandes exploitations parce que c'est vrai que quand on imagine une oasis, on imagine un petit endroit. Et à aucun moment, en tout cas moi, ça ne m'était pas venu à l'idée d'une ville qui puisse abriter comme ça plusieurs milliers de personnes. Donc tu l'as dit au début, 30 000 personnes à peu près, de grosses exploitations qui s'étendent jusqu'au désert et au-delà. On y cultive de la date, on y produit aussi de l'huile d'olive et il y a aussi, il faut savoir, une grosse industrie du sel à Siwa. Donc lac de Siwa étant aussi salé, on y trouve des exploitations de sel et donc également des fabriques de sel où le sel est aussi transformé en produit, on va dire, artisanal qui sera sculpté et vendu aux touristes, mais aussi exporté, exporté un peu partout. T'as passé une semaine sur place, tu logeais où? Je logeais chez l'habitant, je logeais dans un Airbnb. Voilà. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans la mesure où on s'y voit, donc c'est cette ville culture berbère amazique très traditionnelle, qui a vécu vraiment dans son coin pendant de nombreuses années. Euh, de plus en plus d'Égyptiens des villes, donc notamment du Caire, peut-être aussi d'Alexandrie, qui sont tombés amoureux de cet endroit, en ont fait un lieu de vie, ou en tout cas, si ce n'est pas un lieu de vie, ont décidé d'investir pour y passer du temps. Euh, et certaines de ces personnes aussi transforment ces lieux de vie en lieu de location et en Airbnb. Donc je logeais chez un camarade journaliste également qui vit au Caire, qui vit maintenant entre les deux. Et ce qui était situé où à Siwa? Alors l'endroit était situé vraiment dans la vieille ville. Donc c'était vraiment une maison traditionnelle en carchif qui avait été restaurée. Et j'avais cette chance de me trouver vraiment au milieu, on va dire, entre à ma droite il y avait la citadelle du Chali. On en reparlera. C'est la citadelle qui a été rénovée. Et à ma gauche, il y avait l'autre partie de la vieille ville qui, elle était complètement abandonnée, ne figure pas au programme des restaurations. Et, euh, et j'aimais bien cet endroit parce que le soir, particulièrement en rentrant de reportage, je montais sur le toit terrasse de mon habitation et là j'étais seul face aux ruines de cette ancienne ville qui a été abandonnée dans les années 1926. Et c'était toujours un spectacle assez émouvant de se retrouver face à ce silence et ces ruines qui paraissaient étranges de par leur échelle. En fait, on avait du mal à cerner la mesure, la grandeur de ces maisons. Et comme je suis photographe, je me suis amusé à faire des photos de cet endroit. Et c'était assez particulier parce que sur les images, on avait presque l'impression que c'était un décor de miniature. Alors que bien au contraire, ce sont des habitations qui peuvent atteindre plusieurs mètres. Des photos de nuit qu'on peut retrouver sur geo.fr dans les photos bonus qui ne sont pas parues dans le magazine. Et alors, le Chali, cette citadelle médiévale du XIIIe siècle, elle a été rénovée récemment, tu disais, avec des fonds européens notamment. Et d'ailleurs, vous y étiez, Ariane Lavrieux et toi, en novembre dernier, au moment de l'inauguration de cette restauration. Et
Qu'est-ce que tu peux me dire de la photo qui ouvre le texte dans le magazine avec tout le gratin manifestement sur une estrade? Oui, c'était un moment assez particulier, assez folklorique. Euh, il y avait effectivement cette actualité autour de Sivois, et c'est donc par hasard si on était sur place à ce moment-là, puisque cette citadelle du Chali a bénéficié d'un programme de restauration, en grande partie financé par l'Union européenne. Et l'inauguration avait lieu le dernier jour de notre reportage. Donc c'était parfait, c'était concomitant. On a eu nous l'occasion de voir donc la montée, si vous voulez, un peu en puissance et en stress des organisateurs qui attendaient tout le gratin du Caire. Et c'est un endroit qui est quand même, comment dire, qui malgré son positionnement central en ville n'est pas vraiment animé. C'est-à-dire que les habitants, les Siouis, ne s'y rendent jamais. Donc, le jour de l'inauguration, il a fallu faire comme si cet endroit était en fait, voilà, central et vivant. Et donc, on a vu apparaître la veille et puis le matin même euh, tout type de petits commerces, d'artisans qui ont été en fait placés là par les organisateurs pour rendre la chose un peu plus attrayante. Euh, Vers 10 heures ou 11 heures, le cortège d'invités est arrivé. Il y a eu une visite rapide de la citadelle, et puis au sommet, ils avaient installé une estrade sur laquelle dansaient et chantaient des jeunes filles, enfin, même des fillettes, qui étaient habillées de manière traditionnelle. C'était un petit peu en décalage avec ce que nous avions connu pendant toute cette semaine-là. Donc il y avait ce côté à la fois un peu carton-pâte, de vouloir vraiment faire un effort, de voilà, d'épater la galerie. Et en même temps, c'était triste quelque part aussi, parce qu'on savait pertinemment qu'à la fin de ce grand raout, les gens allaient repartir, et puis tout ce qui avait été mis en place sur le moment allait tout simplement disparaître. Et c'était aussi un peu enfin, c'était un peu la critique qu'on entendait souvent à Siwa, c'est-à-dire, ok, merci de penser à nous et d'investir beaucoup d'argent sur la restauration d'une citadelle, mais nos besoins ne sont pas là. On a besoin d'autre chose, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de médecins, on a besoin d'un hôpital. Euh, voilà, donc c'était un peu discordant avec la réalité. Oui, là, tu nous parles d'un effet un peu carton-pâte, Potemkin sur place. Et mis à part ça, est-ce que vous avez rencontré des galères sur le terrain pendant ce reportage, ou est-ce que vous avez éprouvé des joies particulières à tel ou tel moment pendant cette semaine sur place? Alors je vais te décevoir, mais contrairement à ce qui se passe en général sur le terrain, voilà, où le journaliste connaît, connaît des problèmes, des obstacles, on n'a pas été embêté particulièrement, on n'a pas été kidnappé, on n'a pas eu on n'a pas eu tout ça. On revenait d'un autre. Personne n'est tombé dans le lac de Siwa? Personne n'est tombé dans le lac de Siwa, je n'ai pas cassé mes appareils photo, Ariane Navoyeux n'a pas perdu son arabe, tout s'est bien passé. On revenait par contre d'une semaine assez éprouvante au Caire. On avait fait un autre reportage qui, lui, pour le coup, avait été tout autre. Et c'est vrai qu'en arrivant à Siwa, on était aussi content d'être voilà, bien reçu. On a eu la chance d'avoir un guide, un fixeur merveilleux, Adèle, quelqu'un voilà, de très impliqué dans le social et l'environnemental à Siwa. Il est par ailleurs aussi aux commandes d'une ONG. Et donc c'était vraiment le Sherpa merveilleux qui nous a baladés un peu partout, qui nous a ouvert des portes, et qui était voilà, je pense à l'image aussi de ce qu'est Siwa, d'une grande douceur. Il nous a aussi appris à vivre au rythme des Siouis, et ça c'était quelque chose d'assez agréable. Et en même temps, c'était pas du tout quelqu'un de déconnecté, ou qui au contraire appréhendait pas mal les changements qui s'opèrent actuellement
dans sa ville et on va dire son pays quelque part, qui voyait d'un très mauvais œil l'arrivée de aussi toutes ces technologies qui pouvaient voilà à terme vraiment transfigurer euh, l'authenticité même de et la nature même de sa culture. Donc il avançait vraiment avec prudence. Et alors, il prenait l'exemple, par exemple, il prenait l'exemple des tuk-tuk. C'est vrai qui ont pas mal envahi le centre-ville et qui font certaines créer une certaine pollution sonore. Et voilà, donc il prenait cet exemple-là en disant à son époque, quand il était plus jeune, ça n'existait pas et les gens vivaient, voilà, il y avait une ambiance très calme, très agréable, et puis en même temps moins stressante. Et il déplorait un petit peu ça, que les gens étaient beaucoup plus stressés aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Tu me disais, il nous a ouvert les portes et il nous a appris ce que c'était que le rythme de vie des Sioux. C'est quoi le rythme de vie des Sioux? Le rythme de vie des Sioux, je dirais qu'il est assez posé. C'est des gens qui savent apprécier de faire les choses dans une certaine lenteur. Et quand je dis lenteur, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est-à-dire qu'ils ne se précipitent pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti avec ma petite expérience sur le terrain d'une semaine. Encore une fois, je prétends pas être catégorique là-dessus. Mais c'est des gens oui, qui apprécient le temps à sa juste valeur. Il y a quelque chose aussi d'assez sympa, le rituel du thé. Donc c'est des gens qui prennent le thé donc systématiquement là où on se trouve, où on est reçu. Il y a toujours ce rituel du thé, voilà, qui est un moment comme ça où il faut effectivement s'asseoir, discuter, écouter avant d'engager les discussions pour lesquelles on est venu en fait. Et donc ces petits moments-là qui peuvent paraître parfois trop, surtout quand on est journaliste et qu'on a peu de temps et qu'il faut faire les choses, voilà, encore une fois peut-être rapidement, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Par moment, ce rythme-là n'est pas forcément en notre faveur, mais il faut savoir composer avec. Et ça fait partie de ces enseignements du terrain aussi, je pense, quand on va visiter d'autres lieux qui sont très éloignés de nous. Euh, on en ressort vraiment enrichi. Est-ce qu'on mange des dattes de Siwa avec son thé? On peut manger des dattes de siwa avec son thé. On peut même ramener dans sa valise du sirop de date sur lequel voilà, qu'on utilise pour assaisonner sa salade de retour à Marseille. Voilà, on peut tout à fait faire ça. Excellent. En parcourant tes photos dans le magazine de l'Oasis de Siwa, on se rend compte qu'il y a assez peu de femmes sur les photos. Pourquoi? Oui, c'est vrai que tu touches un point, un point, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a peu de femmes, voire pas du tout. C'est un peu la femme le grand absent de ce reportage. Pour la triste raison que les femmes à Siwa sont très souvent enfermées à la maison. Alors quand je dis enfermées, elles sont pas séquestrées, mais il y a un petit peu de ça quand même. On les voit très peu dans le paysage public, ou alors si pour les voir, elles sont en général à l'arrière d'une charrette euh, et elles sont recouvertes voilà, d'un drap. Alors c'est pas vraiment un niqab non plus, mais c'est quelque chose voilà, qui nous ôte toute possibilité de les reconnaître. Ça n'a pas toujours été le cas à Siwa. Il y a eu le salafisme est passé par là. Le salafisme qui vient d'Alexandrie et qui malheureusement a été importé à Siwa par des Sioux eux-mêmes qui étaient partis en études à Alexandrie et qui, dans les années 80, 90, si je dis pas de bêtises, et qui sont revenus avec un peu, voilà, ces idées-là, un peu à contre-courant de ce qu'était Sioux à l'époque. Et donc, qui ont un petit peu mis une chape, voilà, constitué une chape un peu sur ces femmes. C'est malheureux. Il a été quasiment impossible de photographier des femmes. Et très honnêtement, je n'étais pas assuré pour faire un safari, donc aller photographier de loin des femmes sur des charrettes, c'était vraiment pas du tout mon délire.
Le seul moment qu'il y a eu qui était un peu réjouissant, un peu sympa, c'est donc le jour de cette inauguration du Chali. Encore une fois, pour bien faire les choses, ils avaient demandé à des femmes de sortir de chez elles pour exposer, pour animer un atelier couture, puisque la sœur de l'Égyptien, dont le nom m'échappe, pardon, Docteur Mansour, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est à l'origine du projet. Donc ce monsieur-là, c'est un homme qui a fait fortune, qui nous vient du Caire, qui a beaucoup investi à Siwa. Il a construit des hôtels de luxe et donc c'est lui qui tenait absolument à restaurer cette citadelle. Sa sœur en a profité pour créer sa petite marque de textile et de bijoux artisanaux, si oui, et donc elle fait travailler des femmes qui en général travaillent chez elle. Et là, pour le coup, elle s'était dehors dans un atelier, et je me suis retrouvé dans une pièce avec une quinzaine de femmes, toutes voilées bien sûr, hein, je les voyais pas, et je me suis assis avec elles. C'était assez surprenant, et je pense que c'était moi qui étais plus déstabilisé qu'elles, parce que très vite, très vite, elles se sont détendues, et elles ont commencé même à me prendre en photo dans tous les sens. Donc c'était vraiment le photographe, photographier. Arroseur arrosé, c'était assez sympa, et quand moi quand moi je demandais si je pouvais faire des photos, c'était non, pas du tout, absolument pas. Par contre, elle au contraire, n'hésitait pas à faire d'images. Donc c'était un petit décalage, mais c'était un moment assez joyeux, et c'est vraiment la seule occasion que j'ai eue de rencontrer des femmes. Mounir Nehamatella, est-ce que c'est pas ce nom-là que tu cherchais tout à l'heure, ce riche homme d'affaires égyptien? C'est ça, voilà, merci. C'est la deuxième fois que tu partais en reportage photo en Égypte. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas dans ce pays? Alors, ce qui m'a amené en Égypte, c'était une recherche préliminaire pour un projet que j'ai commencé, projet photo, en partie photo, donc projet assez long terme, puisque je m'intéresse au rapport que nous les vivants, avons avec la mort. Euh, et c'est une question que je vais poser un peu à droite et à gauche sur cette planète, hein, puisque où que l'on se trouve sur le globe, le rapport n'est pas du tout le même. Donc voilà, je me questionne par rapport à tout ça sur l'expérience de la mort, et comment la mort est constitutive de nos vies. Tout simplement, en fonction des cultures, ce rapport peut être compliqué, on peut être dans le déni, ou au contraire, il peut être tout à fait accepté, et faire partie intégrante de la vie. Donc voilà, le Caire, c'était un peu la première étape de ce projet, puisqu'il y avait un endroit qui m'intriguait particulièrement, c'est la cité des morts, de son vrai nom, la nécropole Al Arafat, qui est un complexe en fait de nécropoles, un réseau de nécropoles en plein cœur du Caire historique. Et donc c'est un lieu qui depuis longtemps est à la fois un cimetière, mais aussi un lieu de vie pour beaucoup de gens. Donc j'étais intrigué par cette configuration-là, et je me suis rendu donc en Égypte en 2019 une première fois pour aller faire des repérages, et je suis retourné en 2020, et c'était à la suite de ça qu'on s'est rendu à Siwa. Et est-ce que à Siwa, t'en as profité pour visiter la nécropole antique ou le cimetière actuel, je sais pas? Non, absolument pas. Alors après, je n'ai pas développé une obsession. Voilà, ce projet sur la mort, c'est pas genre, il découle pas d'une obsession pour la mort. Donc non, je m'amuse pas à traîner dans les cimetières dès que je mets le pied quelque part. Je pourrais, mais non, c'est pas du tout le cas. Et pour être honnête, je n'ai pas vu de cimetière à Siwa, et je ne sais même pas s'il y en a un. Alors, forcément, il doit y avoir quelque chose, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Je passais à côté. J'étais trop concentré sur le reste. Merci beaucoup Jérémy Suiker d'avoir participé au 18e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut découvrir tes photos égyptiennes et l'article d'Ariane Lavrieux dans le numéro de Géo du mois de mai. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et reste toujours disponible en version numérique en passant par géo.fr.
Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, même à distance, et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser un max d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.